Donc, je me présente, je m'appelle Julien. Aujourd'hui, je vais vous présenter les animations. En 3 mois qui je suis, j'ai 3 activités actives aujourd'hui. Je fais de l'internet, en partie en freelance et en partie je suis antistatique, à temps partiel. Je suis aussi réalisateur TV pour une chaîne de sport qui diffuse du hockey et je suis réalisateur pour les formats web de la Montreux Jazz, du Montreux Jazz Festival. Et je suis aussi musicien, j'ai terminé un bachelor en musique l'année passée et puis du coup aujourd'hui je compose pour des projets et puis j'ai des groupes qui tournent un peu par ici. Aujourd'hui je vais vous parler d'animation. Je vais parler de l'animation en 5 étapes. D'abord je vais essayer d'être un peu plus théorique, puis vous expliquer l'histoire un peu d'animation. Je vais vous présenter des principes basiques d'animation pour ensuite les appliquer dans une interface graphique, donc un site web. Finalement, je vais vous montrer des outils un peu plus techniques. Survol, il n'y aura pas beaucoup de code, mais je vous présenterai qu'est-ce qui existe et comment ça fonctionne. Puis un tout petit mot sur l'accessibilité et les performances. Comment et pourquoi l'animation fonctionne? Au niveau de notre cerveau, en fait, quand on fait défiler des images, le cerveau, la rétine, enregistre chaque image environ à 20 secondes de seconde. On a remarqué que si on faisait défiler des images consécutives les unes après les autres, qui se suivent ou bien qui ont une relation entre les unes, en fait, on arrive à donner à notre cerveau, notre cerveau crée l'illusion du mouvement. Puis pourquoi on le fait? Simplement que quand on fait bouger un objet qui est mobile, on lui donne de la vie en fait. Ça nous permet de lui donner un caractère, de créer aussi un univers tangible, c'est-à-dire un univers sensible à la physique, à la gravité. Puis on a remarqué, surtout Disney, on a remarqué qu'on peut créer des émotions. D'avoir une simple boule qui tombe, en fait, on peut beaucoup comprendre sur cette boule, qui elle est, pourquoi elle tombe, et puis un peu la matière, plein de choses peuvent communiquer grâce à l'animation. Walt Disney, donc ils sont quand même assez connus pour leurs dessins animés, ont publié un livre en 1981 qui décrit. Il est immense ce livre, je vous présente, il est là. Il fait 500 pages, il est lourd. C'est un super livre, vous pourrez le feuilleter après si vous voulez, qui sera le prix du chaos. Ah. Pendant que vous savez, donc vous serez une fois plus attentif. Voilà, c'est ça. Donc il faut bien suivre, il y aura des questions qui viendront. Donc c'est un livre qui a été écrit en 1981 qui définit plein de choses, un peu comment il fonctionne pour la création de caractères, la création de personnages, la création d'environnement. Ce qui est intéressant, c'est le 3e chapitre qui parle des 12 principes d'animation. Puis si vous cherchez un tout petit peu des concepts d'animation moderne appliqués au web, été mis sur papier. Ces principes, il y en a 12. Je ne vais pas parler des 12, je vais en parler de 5 ou 6 qui sont hyper applicables dans l'interface graphique en UX. Le premier, c'est l'accélération et le ralentissement. Si vous prenez ces 2 boules, en fait, ces 2 petites balles, le mouvement bleu, ce sera un mouvement linéaire, sans accélération, sans ralentissement. On remarque qu'en fait, on a un mouvement qui est hyper mécanique. On n'a pas franchement l'impression qu'elle est humaine ou qu'elle est vivante. Tandis que puis en fait c'est logique, en fait, n'importe quel corps en mouvement qu'on veut lancer dans l'espace, il va devoir subir une force d'accélération, après il aura sa pleine vitesse, puis après il va ralentir pour s'arrêter, pour devenir mobile. Deuxième principe, c'est l'anticipation. Donc l'anticipation, là, c'est là qu'on commence à donner un peu de la personnalité à ce mouvement. C'est que si vous lancez une balle, je vais forcément devoir reculer la main pour l'envoyer. Concrètement, ce que ça nous apporte une information, c'est-à-dire que vous savez, en me voyant reculer la main, que je vais l'envoyer. D'un point de vue UX, ce qui est intéressant, c'est que si vous avez un élément qui commence à s'agiter vers la gauche, vous pouvez capter l'utilisateur vers cet élément avant que l'animation se passe. Donc ça permet d'attirer l'attention et puis d'annoncer un peu la couleur. Pour la fin d'une animation, souvent on parle d'inertie. C'est la force qui va devoir être mise en œuvre pour arrêter ce mouvement. C'est-à-dire que si vous lancez... Si un chat, par exemple, saute d'un canapé vers un autre, forcément, quand il va atterrir, il va faire un mouvement où il va s'écraser, après il va revenir en arrière et puis il va se stabiliser. Donc ça, l'inertie et l'anticipation, c'est les 2 paramètres, ces 2 outils qui permettent vraiment de donner de l'explosivité à un mouvement.
Ça va vous donner aussi pas mal d'informations sur le poids de l'objet, parce qu'un objet qui est très lourd, il va devoir prendre plus de temps pour freiner, éventuellement revenir en arrière, et tout. Le plus important selon Walt Disney et leurs animateurs des outils, c'est l'étirement et la compression. C'est-à-dire que là, en fait, un objet qui est en mouvement, il va forcément, en fonction de son volume et de sa matière, il va forcément subir une déformation. Donc là, on commence à pouvoir donner une information de matière et de caractère sur cet objet qui est en mouvement. En aparté, on a les arcs des cercles, qui en fait, n'importe quel mouvement physique qu'on trouve dans l'univers, enfin qu'on trouve sur la Terre en tout cas, va forcément être basé sur une courbe. Si vous lancez une balle, vous allez forcément devoir l'envoyer très haut pour qu'elle retombe au final, mais au final, elle va faire un arc de cercle. C'est aussi dû beaucoup de nos mouvements aussi sont basés sur des arcs, parce qu'en fait, toutes nos articulations sont des pivots. Et puis du coup, si je veux baisser ma main, en fait, ça va dessiner un arc. C'est le paramètre qui est presque plus complexe à appliquer dans le monde digital, contrairement aux autres, parce que ceux-là, dans le monde digital, on est habitué à avoir des coordonnées en X et Y. Du coup, dès qu'on veut faire de la rotation, dès qu'on veut faire des arcs de cercle, des courbes, on va devoir commencer à faire de la rotation, et donc commencer à faire des maths, et faire du cosinus et tout ça. Mais c'est possible. Deux points un peu plus abstraits, c'est le charisme et l'exagération. C'est que Walt Disney, quand il demandait à ses animateurs de créer des personnages qui attirent vraiment l'attention, il leur demandait d'exagérer les traits, il leur demandait de créer des personnages charismatiques. Donc là, c'est plus compliqué à quantifier, en fait. Donc le plus simple, c'est d'avoir du talent et puis de savoir ce que c'est. Le plus simple, c'est de travailler, en fait, c'est de faire trouver l'élément qui fasse qu'une animation, ou bien qu'un objet, ou bien que n'importe quel bouton ait du charisme et soit attirant. Qu'il y ait de l'identité aussi. Ce qui est impressionnant chez Disney, c'est que même si vous prenez tous les méchants de tous les films, ils ont tous un charisme de fou, quoi. Vous prenez le Capitaine Crochet, vous prenez Hades dans Hercule, ils sont tous très charismatiques, ils ont tous des points qui permettent de les reconnaître en un coup d'œil. L'exagération, c'est un point super important. Par contre, l'exagération à outrance, ça va en fait faire ressortir votre animation, ça va faire ressortir votre personnage. Donc c'est important d'exagérer dans les limites du contexte. Je vais vous montrer un exemple plus tard d'exagération qui ne fonctionne pas, et puis du coup, on sent en fait que ça ne marche pas. Maintenant, on a vu un peu la théorie, on a vu comment ça se passait dans un dessin animé, mais nous, on veut faire des interfaces graphiques. Comment ça se passe dans le monde digital de l'Internet? Pour moi, il y a 3 points principaux pourquoi on ajoute des animations d'interface. Le premier, c'est qu'on veut illustrer un changement d'état. Donc un bouton qui va changer de couleur va nous donner une indication si celui-ci est accessible ou plus accessible. C'est aussi pour indiquer donc, des changements d'état de composants, donc des boutons, des formulaires, mais aussi des vues entières. Là, par exemple, j'ai mis un exemple de l'application Google Play Music sur iPad. En fait, on comprend qu'en cliquant sur la pochette, on affiche le détail et on comprend que ces pistes, ce soient les pistes de l'artiste qu'on vient de sélectionner. Donc ça permet de guider l'utilisateur, ce qui est quand même hyper cool quand il n'est pas trop perdu, dans notre interface. Le deuxième point, c'est de guider l'utilisateur. C'est qu'en fait, quand on commence à animer un site web, on offre de la temporalité dans notre site web. C'est-à-dire que tout d'un coup, on offre un axe en T, et puis on peut dire, OK, à ce moment-là, dans sa navigation, je veux lui afficher ça. À ce moment-là, s'il interagit avec ça, je veux l'afficher ça. Donc, ça nous permet d'ajouter une couche supérieure à la hiérarchie, et ça nous permet également d'attirer l'attention. Là, on veut l'attirer. Donc, c'est très marketing comme concept, ils aimeront bien ça, ceux qui veulent vendre des objets. Donc, on a vu l'un designer, il utilise la couleur, la typographie et le layout pour mettre en place une hiérarchie qui est statique. Nous, avec l'animation, on peut commencer à faire bouger les choses, puis à offrir une narration, même de la dramaturgie là-dedans, et puis dire, OK, à ce moment-là, je veux que ça fasse ça. Et puis, dès que l'utilisateur interagit avec ça, je vais lui envoyer ça et je vais faire ça. Donc, ça permet de lui montrer comment les objets interagissent avec lui, comment l'interface interagit avec lui, tout le long de l'utilisation de notre site web. Le troisième point, donc, c'est créer de la magie. Ça doit être le point optionnel, mais bonus, mais souvent, en fait, on ne voit que celui-là. C'est qu'en fait, une animation permet en fait, de véhiculer l'image de marque, parce que normalement, une identité, une
l'identité d'une marque qui est bien finie, elle contient aussi la manière dont elle doit animer, faire des animations. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les style guides de Audi, je crois, qui est hyper complet, qui contient même du son et puis des exemples d'animation. Donc, une animation, ça fait partie de l'identité comme de la couleur ou comme une typographie, normalement. Et puis ça permet aussi de gagner des prix si vous avez des jolis sites avec plein d'animations, ils aiment bien. Ce que j'ai dit avant, donc attention de ne pas desservir le projet. C'est bien de vouloir faire tout bouger, mais ça peut aussi péjorer ou complètement aller à l'encontre de l'image de marque que vous essayez de soutenir. L'exemple qui est génial, c'était un l'ancien sélecteur de produits d'Apple. Donc Apple, ils sont hyper réputés pour leurs interfaces clean, épurées, zen. Tout est calme dans leur communication. Puis là, on a ce truc un peu épileptique. Voilà. Alors, je ne pense pas qu'ils ont vendu moins de MacBook à cause de ça, mais en fait, là, ils ont quand même manqué un peu une occasion de faire un produit plus cohérent. Maintenant, je vais faire un tour des outils. Donc, pour animer un site web, on a tout plein d'outils. Je pense que vous connaissez le plus facile, c'est la transition en CSS. On a en CSS, on peut animer en transition, en animation. La transition, elle permet principalement d'offrir des éléments de transition plutôt que d'animation, des éléments de transition sur des propriétés CSS de micro-interaction. Donc la micro-interaction, c'est vraiment, comme le cas illustré, c'est vraiment hover. Hover, un changement de classe, un changement d'état, par exemple l'input de saisie de mot de passe qui devient grisé parce qu'il a été faux, ou bien qui devient rouge parce qu'il n'a pas été complété. L'animation, cependant, elle l'offre, c'est la même chose en fait. Le fond, c'est le même concept. On anime des propriétés CSS, mais en fait, on a 4 outils en plus qui sont hyper importants. C'est l'ajout de keyframe intermédiaire, qui nous permettrait, dans ce cas-là précisément, d'avoir des éléments plusieurs propriétés CSS qui sont impliquées, et les unes après les autres. C'est-à-dire que d'abord, on va avoir un verdissement, après on aura la bulle, puis après elle part. On peut avoir des compléments en termes d'animation, pour par exemple choisir la direction de l'animation, si on veut qu'elle joue en avant, en arrière, combien de fois elle va jouer, si on veut la faire jouer 3 fois, une fois ou à l'infini, et on va avoir des indications aussi sur la manière dont les propriétés CSS doivent être appliquées à la fin de l'animation. C'est très utile, par exemple, pour les animations d'entrée du site, parce que du coup, il n'y a pas besoin de changement de classe pour que l'animation soit triggée. Et c'est utile aussi pour toutes les animations donc complexes qui demanderont plusieurs keyframes et pas seulement un début et une fin. Mais là, on pourra par exemple dire à 10% elle est rouge et à 20% elle est noire. C'est ce que je vais vous présenter là. Donc, par exemple, on a un bouton et puis là, je veux dire à 0% il est noir avec une translation au top de -1 EM. À 50%, il devient noir, il reste noir, mais il descend à 0, puis seulement à 100%, en fait, la moitié du temps, il va aller à la frame 50%, la deuxième frame, à la deuxième keyframe, et à la fin, donc à 1 seconde, il sera à 100%. Un mot sur les performances déjà. Donc, quand vous faites des animations CSS basiques, pures, restez sur ces propriétés-là. Ne changez pas d'autre chose que la couleur, la position, l'opacité et les valeurs de transformation. Donc transformation, translation, mise à l'échelle et rotation. Pourquoi? Parce qu'en fait, dès qu'on va commencer à faire des trucs, on a tout de suite envie de faire des trucs vraiment funky quand on fait des animations CSS. C'est hyper facile d'animer des ombres, d'animer des shadows, ou bien des filtres. Si vous avez déjà joué avec les fils CSS, donc de noir et blanc ou bien d'opacité. En fait, on commence à avoir des soucis de performance. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, ça veut dire qu'il faudra commencer à surveiller en fait, le navigateur, la chute de FPS et puis éventuellement le repeat. Mais ça, on va en parler plus tard. Est-ce qu'il y a déjà eu des gens qui ont utilisé le hack du Transform Translate Z parce qu'il y avait un souci de performance, il y avait un truc qui ne marchait pas, voilà. Donc là, pour ceux-là, ceux qui ne connaissent pas, je pense que vous connaissez, mais la propriété View Change qui existe, en fait, souvent, quand on avait une animation qui était qui était prédéfinie sur une partie du site, donc sur par exemple un slider, souvent le début de l'animation était un tout petit peu laggy parce qu'en fait, ou bien des fois ça marchait vraiment pas du tout, parce qu'en fait le navigateur n'était pas au courant que ça allait changer.
Et puis du coup, le moment où il veut commencer à interagir avec, en fait, il met du temps à comprendre que ça va bouger. La propriété will change, donc vous pouvez appliquer sur un élément du DOM. Vous pouvez lui appliquer aussi sur le contenu, mais ou sur une propriété CSS, vous pouvez lui dire, ok, attention, là, ça va bouger. Prépare-toi en fait à changer le background parce que dès qu'il y aura interaction, ça va partir. Voilà. Ne le faites pas, faites pas ça sur le body en pensant que vous avez besoin de faire. Restez un peu, parce que en fait, c'est là que pour régler des problèmes. De toute façon, dès que vous commencez à avoir des problèmes avec les animations, c'est assez vite visible. Donc voilà, ça c'est pour les animations en CSS basique. Maintenant, JavaScript, c'est un outil génial pour animer des propriétés CSS. On pourra aller plus loin en fait le JavaScript pour moi va prendre le pas dès qu'on on veut gagner en performance, parce qu'on peut profiter de la méthode Request Animation Frame. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais qui permet en fait de décharger le fonctionnement qui permet en fait d'optimiser le process d'animation en fait en ne prenant pas la main sur le processeur et puis en fait en exécutant les étapes de la boucle seulement quand il en a besoin. Ça permet aussi d'utiliser des librairies JavaScript qui sont très puissantes, comme jQuery à l'époque, mais maintenant plutôt VelocityJS, ou GreenSock ou TwinJS. Les deux dernières permettent en plus de faire des trucs super sympas en matière de physique. Calcul de physique, c'est l'exemple qu'on a à droite. Donc en fait, quand on commence à avoir des librairies qui gèrent la physique, qui gèrent les collisions, qui gèrent des trucs beaucoup plus complexes, et qui en plus sont hyper performantes au niveau du rendu et du repaint. On a SVG également. SVG, c'est un super outil pour tout ce qui est animation vectorielle. Donc là, si vous avez un animateur un illustrateur qui vous a fait des belles icônes ou des belles illustrations pour illustrer votre site web, là, c'est l'occasion de pourquoi pas les animer avec la spécification Animate. Donc là, c'est assez simple. C'est pas du tout ça, en fait. Ça, c'est un cube qui bouge. Mais là, en fait, ce serait un cube qui bouge de moins 100 à 120 sur une durée de 10 secondes, d'une manière indéfinie, sur l'attribut X. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Ça aussi, c'est un petit aparté. Ne le faites jamais en CSS avec un div et 3 spans, du position, tout ça. Enfin, si vous voyez du code, des divs, des spans, c'est pas un hamburger. Faites ça proprement avec du CSS, du SVG, puis quand les gens regarderont votre code, ils verront, ah oui, là vous avez 3 rectangles qui sont noirs avec un border de 10. Donc là, je pense que voilà, vous êtes un peu gentiment blasé parce que je vous ai montré plein de trucs qui sont très... Voilà, ça fait 20 ans qu'on anime, 10 ans qu'on anime des boutons. Mais où est la magie? Et puis où sont les trucs... Enfin, jeter un peu de la poudre aux yeux, des paillettes aux yeux des gens. Là, j'ai un premier site que j'ai réalisé il y a une année. Est-ce que quelqu'un sait l'outil que j'ai utilisé? C'est non, pas le droit. Vous trois. Voilà, donc... alors, derrière, c'est du SVG. Mais j'ai utilisé un outil, en fait, pour animer tout ça, qui est en fait Lottie. Lottie, c'est Airbnb qui a décidé de créer un outil qui est à la base pour du prototypage. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Dribbble, le site, qui permet qui sont des agrégateurs d'animation. En fait, l'animation, c'est plus une affaire de côté design que côté développeur. On est d'accord que ça demande peut-être plus des compétences créatives que techniques. Par contre, pour faire une animation SVG, comme vous avez vu là, juste en code, c'est hyper complexe. Donc, en fait, pour prototyper leurs icônes qui bougent et leurs interfaces qui bougent, Airbnb, ils ont créé un système qui permettait d'exporter des animations vectorielles depuis After Effects vers un format JSON qui peut être ensuite interprété par Lottie. Donc BodyMovin, c'est le plugin pour After Effects et Lottie, c'est la librairie de rendu. Question? Oui. Typiquement sur ce genre de choses, moi où tout s'arrête, c'est dès qu'on me demande ensuite de porter ça sur tablette, sur mobile, donc, le genre d'animation qu'on voit là. Donc tu poses la question, comment ce genre d'animation... Ouais. Celle-là. Parce que la librairie le supporte bien et comment...
Ouais, genre, je vais vous montrer, mais elle est super bien supportée au niveau du rendu. Alors, donc ce que je disais, c'est que cette animation, je l'exporte en JSON qui peut être interprété par l'outil qui va permettre de rendre en fait, cette animation, on a le choix, soit en Canva, soit en SVG. Donc en gros, là moi j'ai fait mon animation. Toutes mes courbes avec After Effects, c'est un super outil pour animer, c'est hyper pratique. C'est, je pense, un des meilleurs outils actuellement, et les plus connus en tout cas. C'est pour ça qu'ils ont choisi cet outil-là. Et je peux exporter en fait mon SVG directement, qui sera interprété en fait dans mon cas précis par le HTML web, par une librairie JavaScript. Mais il y a aussi en fait la librairie Android et iOS et React Native. Puis en fait il y a une pellée de systèmes qui permettent en fait d'exécuter l'outil. Donc il y a même Xamarin, il y a même des trucs assez vieux, je crois, mais enfin pas si vieux, mais en fait ça peut fonctionner un peu partout. Du moment que vous avez un browser, si ça fait fonctionner si ça fait fonctionner du HTML ou du SVG, ça peut fonctionner. Donc je sais pas dans quel cas précis tu avais. Non, c'est plutôt sur l'animation qui doit tout d'un coup supporter 8 tailles d'écran différentes. Ah ouais, bon, alors ça c'est presque un problème de design. Dans ce cas précis-là, on a une problématique. C'est qu'en fait, on avait une animation qui fonctionnait que sur pratiquement 16.9. Donc, comment on fait sur un navigateur à vertical? Nous, on a pris la solution dans ce site-là d'enlever l'animation sur mobile. Alors, elle fonctionne assez bien, c'est assez optimisé. En plus, ce qui est génial, c'est qu'une animation comme ça qui durait peut-être 20 secondes, elle pesait moins de 600 kg. Donc, c'est vraiment hyper léger, quoi. Dans ce cas-là, nous, on a décidé de faire une version mobile qui est un peu différente. Mais c'est presque parce qu'elle n'a pas été designée comme ça. Si on avait prévu de faire une animation qui fonctionnait en carré, après, c'est assez facile de réorganiser tout ça. Mais en tout cas, il n'y a pas de problème de performance ou de fonctionnement. Après. En fait, on vous rend un fichier, une balise SVG ou Canva que vous pouvez placer en responsive dans votre site comme vous le voulez. L'avantage de ça, donc, ça veut dire qu'une fois qu'on est dans l'outil, on peut interagir avec, on peut dire joue là en avant, en arrière, va à la frame 17, reviens à la frame 12. Dans ce cas-là précis, moi j'avais en fait l'animation était tout le temps faite en 2 étapes. Il y avait une phase d'entrée, une phase où elle tournait en boucle. C'est-à-dire que la phase d'entrée, elle bougeait comme ça, puis après la phase en boucle, le soleil continue de tourner. Puis du coup, en activant les animations en avant, en arrière, on arrive à un truc assez fluide, puis qui permet d'avoir quand même des choses qui bougent un peu tout le temps. Voilà. Ça, c'est un autre exemple. Est-ce que quelqu'un sait comment ça peut être fait? C'est pas moi qui l'ai fait, celui-là, mais c'est assez impressionnant. Est-ce que quelqu'un a une idée, a déjà vu des sites comme ça? Alors, je pense, oui, c'est du Canva derrière. Mais alors, une balise Canva, c'est juste une balise de dessin. Qu'est-ce qui a été utilisé pour dessiner dedans? JS avec du CSS Renderer? Non. C'est du... Ah, attends, du Three.js. Oui, désolé, oui, alors c'est du Three.js. Donc, Three.js, c'est une librairie qui permet d'écrire... C'est une spécification technique qui est basée sur OpenGL, qui permet de faire de la 3D en temps réel, calculée par l'accélération, si possible par la carte graphique. C'est-à-dire que c'est une librairie qui permet de créer de la 3D. Donc là, par exemple, c'est un exemple qui est basé sur Three.js, qui va faire appel à WebGL, qui va s'occuper de toute la partie WebGL. Mais en gros, ça permet de dessiner un cube avec un matériel. Donc ça supporte les textures, ça supporte les shaders. Si vous faites un peu de 3D, vous connaissez les shaders, les textures, la caméra. En fait, là, j'ai peut-être le code il aurait été comme ça, mais pour juste dessiner un cube, tourner autour. Donc ça permet d'aller très loin en fait dans l'interaction entre votre machine et le système de rendu 3D. 2 outils permettent quand même. WebGL, c'est une technologie qui est hyper complexe à utiliser. Il faut être presque mathématicien, je pense, pour commencer à comprendre ça. Mais en fait, il y a 2 librairies qui permettent assez facilement de créer des objets 3D assez vite. Le premier, c'est Three.js, comme j'ai montré. L'autre, c'est Unity. Unity, qui est en fait un système de création, un logiciel de création de jeux vidéo, qui a l'avantage de pouvoir faire un jeu vidéo qui va tourner sur plein de plateformes, donc par exemple autant la PlayStation que maintenant dans un navigateur avec WebGL. Dernier exemple, on a tapé un peu sur Apple, mais en fait ils font aussi des choses très belles. Est-ce que quelqu'un sait comment ça a été fait? Donc effectivement, ça en fait elle n'est pas complète la version. Ah oui. Ça, en fait, en WebGL, ça aurait été impossible d'aller à ce point-là
précisément dans l'éclairage, dans le truc. Ah, peut-être ça aurait été possible. Donc en fait, c'est fait avec une vidéo. Eux, Apple ont pré-rendu une vidéo peut-être de, je sais pas, 15 secondes. Après, c'est affreusement compliqué. C'est dommage, il n'est plus en ligne, parce qu'ils ont fait un nouveau modèle de Mac Pro. Mais c'est dommage. Mais c'est affreusement complexe, parce qu'en fait, bon, dans les faits, c'est simple. Dans les faits, vous récupérez l'information de scrolling, donc où j'en suis dans la fenêtre, et vous appliquez l'instant T de la vidéo sur ce numéro de frame. Leur exemple est un poil plus complexe parce qu'en fait, au moment où l'animation fige, c'est une image fixe qui apparaît. Donc en fait, je pense pour gagner en qualité sur les images fixes, il va venir dropper une image par-dessus, il fait repartir l'autre en transparence, puis après il fait des translations, il fait encore plein de choses dans tous les sens. Voilà. Donc ça, c'est un exemple qui est vraiment impressionnant parce que ça permet en fait très facilement d'interagir au scroll ou bien cliquer un bouton, d'avoir une belle animation qui est 100% contrôlée par vos animateurs qui travaillent chez Pixar en temps partiel. Et après, en fait, d'intégrer ça dans votre site web et d'avoir et la qualité et de la performance. Parce qu'en fait, le format MP4 est extrêmement performant dans la compression. Et le scroll, il a assez de temps de refresh dans le sens où... Enfin, moi, j'avais une fois essayé de jouer avec le scroll et par exemple, c'était dans un Canva, pas dans un vidéo, mais sur un téléphone plus ou moins d'entrée de gamme, ça avait beaucoup de peine à rafraîchir. Alors, je me souviens. Tu te souviens de la version web, la version mobile, comment ça fonctionnait? Mais je sais que ça marchait sur mobile. Hein. Je pense que c'est Request Animation Frame. Oui, alors vous avez vu derrière, de toute façon, il y a du Request Animation Frame. Tu avais utilisé ça? Parce que si tu utilises Request Animation Frame, et si tu peux, en fait, tu as aussi des manières pour aller. Même, en fait, c'est aussi possible techniquement pour un site web sans 3D, sans rien, de décharger sur sur la carte graphique. Donc peut-être que, en fait, je pense qu'il y a des techniques forcément de déchargement du processeur pour décharger toute la partie graphique qui soit gérée par WebGL. Donc il y a des même en SVG, même un bouton, il y a des techniques j'ai déjà vu qui permettent de dire ok, ce bouton rends-le avec WebGL, puis comme ça le reste il est déchargé. Donc peut-être ça peut être une piste pour trouver. En tout cas eux ça fonctionnait vraiment hyper bien, c'était hyper fluide. Mais encore une fois ils avaient. Tu avais essayé ça sur un téléphone? Parce que moi je me souviens, j'étais allé sur l'autre exemple avec l'iPhone X. Ouais, sur le téléphone ça marche pas comme sur le. Ça marche pas, faudrait que j'essaye. Il y a 2-3 trucs qu'ils ont désactivés et je pense peut-être aussi qu'ils ont joué avec la vidéo à un moment. Ouais. Je pense que c'est parfait qu'on parle de ça maintenant, parce qu'on va parler de performance. Donc oui, alors comme on a vu, dès qu'on va commencer à faire bouger des choses sur l'écran, on fait rentrer des soucis de performance, et c'est logique, quoi, parce qu'en fait, quand on fait tourner des animations sur des ordinateurs comme ça, il n'y a pas de problème, mais en fait, dès qu'on arrive sur des machines de bureautique un peu plus anciennes, ou bien sur même des téléphones mobiles qui ne gèrent peut-être pas forcément le JavaScript ou qui n'ont pas forcément des puces dédiées à la gestion graphique, en fait, là, on commence à avoir des problèmes de rendu. Je fais un tout petit mot pour expliquer comment fonctionne en fait le moteur d'affichage d'un browser. Chaque fois que vous ferez du browser rendering, donc un rendu dans le navigateur, il y a ces 5 étapes qui vont être lancées. Donc ces 5 étapes vont être lancées dès que vous lancez un site. Donc d'abord, il va calculer le JavaScript, après il va calculer tous les styles, les appliquer aux éléments du DOM, après il va placer les éléments. Dans la phase de layout, il va placer les éléments, il va dire ok, le menu est là, ça, c'est ça, ça, c'est ça. Une fois que tout est placé, il va les painter, donc il va les dessiner vraiment sur la frame, et après il va faire de la phase de composite où il affiche toutes les couches les unes sur les autres. Donc ça, c'est par exemple, vous arrivez sur un site, c'est ce qui se passe. Maintenant, si vous faites une animation, si vous avez un élément qui bouge ou n'importe quoi, forcément vous allez avoir un impact là-dessus. Donc si c'est un élément, par exemple, la transparence du titre, c'est pas si grave, parce qu'en gros, il va devoir faire seulement le paint et le composite. Mais si vous faites une opération, par exemple, vous changez la taille du header, en largeur, tout d'un coup, il va dire « Ah mince, le layout a changé ». Donc tout va devoir être recalculé au niveau du layout, au niveau du paint et au niveau du composing. Un outil, donc en fait, ça c'est applicable sur toutes les propriétés CSS qui vont modifier, qui vont changer après le premier paint. Donc il y a un outil qui s'appelle CSS Trigger qui permet d'afficher toutes les propriétés CSS
et d'afficher, alors c'est un poil petit, c'est un poil complexe, mais en gros, ici vous voyez sur plusieurs navigateurs quelles étapes vont être rendues. Puis là, si ça c'est peut-être un peu complexe, mais le texte pour chaque propriété CSS est à chaque fois assez clair. Par exemple, dans le cas d'une transformation, ce qui est une propriété qui est assez légère pour le navigateur à recalculer, parce qu'en gros il ne va pas devoir tout recalculer le layout, ben, il dit que oui, en fait, il n'y a aucun changement géométrique, c'est très bien. Du coup, ces opérations, elles vont être reportées que sur la phase de composition. Donc, c'est ça qu'on veut. Donc, ce que j'ai dit avant, c'est que ce qu'il faut changer, c'est transformation, couleur, opacité. En gros, si vous changez que ça, vous aurez un site web qui est performant. Si vous commencez à changer d'autres choses, ben, vous pouvez, mais il faudra faire gaffe au repaint. Le repaint. On a un outil dans Google Chrome qui s'appelle Paint Flashing, qui se trouve dans, si vous faites pomme majuscule I, vous ouvrez les Chrome DevTools, vous allez sur 3 petits points là, More Tools, et après c'est Rendering, c'est en bas normalement. En fait, vous pouvez cocher la case Paint Flashing, et là on voit ces éléments en vert, qui sont les éléments que le navigateur doit recalculer. C'est-à-dire que là, vu qu'il y a du mouvement, ben, il dit « Ok, je recalcule cette zone ». On voit, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas idiot, il ne va pas tout redessiner s'il a seulement ça qui bouge. Vous avez aussi un FPS meter qui est intéressant, qui va vous montrer à quel rendu de framerate votre site est en train de fonctionner. Et du coup, ben, voir à quel moment dans votre site web, tout d'un coup, au survol de quelle section, tout d'un coup, le framerate il drop drastiquement bien. Voilà. Pour terminer, un petit mot sur l'accessibilité. Donc, l'accessibilité, c'est pas une mauvaise chose. Enfin, l'animation, c'est pas une mauvaise chose en accessibilité. Ça peut même beaucoup aider un utilisateur. En fait, moi, l'exemple typique, c'est quand vous avez une encre qui vous amène à un autre endroit de la page, et puis que vous avez un scroll vers cet endroit, ben, n'importe quelle personne comprendra qu'il est sur le même contexte, juste 10 mètres en bas de la page. Tandis que s'il avait cliqué sur l'encre, qu'il s'était téléporté à un autre endroit, ben, il n'y a pas forcément cette indication de se dire « Ok, je suis au même endroit, c'est juste une note de bas de page, maintenant comment je fais pour revenir ?» Il faut quand même prendre en compte, par exemple, si vous avez beaucoup de choses qui bougent sur votre site, qui sont trop animées, bon, là, il y a peut-être des problèmes de goût plutôt que des problèmes d'accessibilité. Mais c'est les personnes qui ont des troubles vestibulaires, donc des problèmes de vertige, ça pourra leur impacter. Mais en soi, l'accessibilité, c'est pas quelque chose l'animation, c'est pas quelque chose qui est négatif, qui va impacter négativement l'accessibilité, pas forcément. En résumé, pour vous inspirer au niveau des animations, alors soit vous pouvez prendre les quantités de documentation comme ce livre qui existe, mais ce que je vous conseille, c'est de regarder comment bougent les choses. Puis en fait, ça vous donnera des bonnes indications comment faire bouger vos sites web. Parce qu'en général, on va essayer de rendre un site web plus humain et plus réel. On va pas faire, on peut vouloir faire un bon moyen en fait de réussir à faire des animations réelles et accueillante, c'est de s'inspirer comment bougent les choses. Comment bougent les choses dans la vie réelle, comment bougent les animations, comment bougent les personnages dans les dessins animés aussi. Regardez beaucoup d'animations autant américaines de Disney que les animations japonaises. Il y a beaucoup d'exemples. Surtout, je dirais, les animations japonaises où ils arrivent à faire bouger beaucoup de choses avec très peu d'éléments, vu qu'ils étaient beaucoup plus paresseux en termes de... Ils n'aimaient pas faire 10 000 étapes dans un mouvement. Du coup, ils arrivent à faire beaucoup de mouvements en très peu d'images. N'en faites pas trop, donc l'exagération c'est bien, mais seulement dans les limites du contexte. Donc ça à vous de juger. Mais faites animer et pas pour animer, animer seulement pour, point 3, aider vos utilisateurs à comprendre l'interface. Et ça reste l'utilité numéro 1 de l'animation. C'est-à-dire qu'on doit aider l'utilisateur, et si au passage on peut lui jeter de la poudre aux yeux, ben, tant mieux. Mais ce n'est pas la motivation numéro 1 d'ajouter une animation. Et 4, faites attention aux performances de vos interfaces. Au niveau des outils, donc je vous ai présenté plein d'outils. J'ai résumé en 3 grandes sections. Donc tout ce qui est animation du DOM, donc les boutons, les éléments qui bougent, les modal box qui s'ouvrent, vous restez au niveau du DOM. Donc vous utilisez en fait, vous allez impacter que le CSS de votre site, donc les animations, transition CSS, et éventuellement JavaScript si vous voulez gagner en performance. Si vous avez des icônes, des illustrations qui bougent, donc là c'est l'outil à fond, et SVG, éventuellement du Canva, et ça va avoir selon le truc, mais en gros SVG vous en sortirez,
Puis là, dès que vous commencez à aller dans les trucs plus complexes, là, on commence à jouer avec le Canva, donc le dessin Canva, vraiment pousser, faire du WebGL, et éventuellement des trucs un peu plus expérimentaux comme du MP4 interactif. Quelques liens à lecture, j'en ai sélectionné 4. Le premier, c'est un livre sur l'animation HTML, CSS et JavaScript qui date un peu, mais qui est toujours d'actualité. Enfin, en termes de les techniques restent les mêmes. Le deuxième livre est hyper intéressant, il parle plus de concept d'animation. Ça a été un peu ma base pour l'écriture de cette présentation. Le troisième Lottie-File, c'est hyper intéressant, c'est qu'en fait, quand Airbnb a mis en place leur système de génération des animations vectorielles via Lottie et After Effects, ils ont créé une plateforme pour que les gens puissent partager leurs animations. Donc vous avez énormément de petites animations d'icônes qui bougent, c'est un bon moyen de vous inspirer en fait, pour voir qu'est-ce qui est possible d'animer en vectoriel. Puis en termes de performance, il y a cet article qui est hyper bien écrit, qui vous présente en fait un peu toutes les étapes de compositing, de layout et de repaint, puis qui va vous dire, qui donne 2-3 pistes sur comment essayer d'optimiser le tout. Merci pour votre écoute. J'espère que vous avez appris des choses. Et sinon, si vous avez des questions, c'est maintenant.